Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast, un podcast dédié à la spiritualité et au monde du paranormal. Je suis Marie-Lou et je suis Orlane. Et ensemble, nous vous proposons de découvrir des âmes lumineuses et passionnantes qui nous partageront leurs aventures et leurs expériences avec le monde de l'invisible. Pour que le voile de l'ombre se lève et que la lumière s'ouvre en chacun de nous. Bonne écoute. Eh bien, bonjour et bienvenue Baptiste sur Aura Podcast. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas pouvoir te présenter dans un premier temps et nous raconter ton parcours. Bonjour, merci pour votre invitation. Je m'appelle Baptiste Rousseau. Je propose principalement des choses en lien avec la méditation, sous une forme de présentation laïque, aussi dans un contexte traditionnel en lien avec le bouddhisme tibétain. J'ai découvert la méditation principalement après une expérience de mort imminente à l'âge de 12 ans, qui m'a fait me poser pas mal de questions et qui a pris ensuite plus de place à partir de 20 ans, où il a eu tout un parcours de retraite traditionnelle, principalement entre 2002 et 2007. J'ai gardé quelques années pour continuer à pratiquer pour moi, sans chercher forcément à enseigner tout de suite. Et j'ai commencé à le faire il y a une dizaine d'années, soit dans des contextes laïques, en atelier, en séance individuelle, en prison pour mineurs, dans différents contextes comme ça, ou maintenant dans le cadre d'un centre bouddhiste traditionnel qui vient d'ouvrir à Mâcon. Trop chouette. Commençons par le début du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience de mort imminente? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu ressentir, observer, entendre autour de toi? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Donc j'avais 12 ans, c'était une simple opération du genou, une simple arthroscopie plutôt anodine au niveau de l'opération elle-même. Et le problème s'est plutôt posé au moment du réveil, donc peut-être pour des raisons d'allergie à l'anesthésiant, etc., on ne sait pas précisément. Mais ce qui est certain, c'est que je me suis réveillé en ayant cette impression, qui était plus qu'une impression de ne pas pouvoir respirer, ni de pouvoir bouger. Le réveil n'était pas assuré, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui regardait si ça se passait bien. Donc j'ai ce souvenir d'essayer de bouger un doigt, de faire quelque chose pour montrer qu'il y avait un souci, et de voir simplement des gens avec le dos tourné. Et puis donc après, sur cette base-là, d'avoir différentes sensations, comme le fait d'avoir le corps extrêmement lourd dans un premier temps, ce qui est décrit vraiment de façon très détaillée dans le cadre du bouddhisme tibétain, qui explique bien cette dissolution, on appelle ça la dissolution des éléments au moment de la mort. Donc de découvrir un peu finalement dans ce contexte-là ces premières étapes. Pas jusqu'au bout, sinon on ne serait pas là pour en parler, mais en tout cas vraiment tout le début du processus. Et après c'était plus cette impression dans un deuxième temps de voir la pièce, de me voir, etc. Et ensuite plus une impression de pouvoir avoir une vision un petit peu globale de ce qui s'était passé dans ce laps de temps-là. C'est-à-dire pas que au moment de l'accident lui-même, mais plutôt en lien avec tout ce qui s'était passé pour mon entourage pendant la durée un petit peu globale de l'opération, de savoir qui avait fait quoi, à quel moment, etc. Donc pendant que tu étais endormi pendant l'opération, tu te souviens ce que ta famille faisait? Je n'avais pas conscience de ça pendant que j'étais endormi, mais j'avais conscience de ça pendant ce processus d'expérience de mort imminente. D'accord. Tu as pu observer quoi, du coup, par exemple? J'ai pu dire à ma mère après, donc c'est des choses très anodines, mais qu'elle avait bu 3 cafés au lait, alors qu'elle n'en boit jamais. Que mon beau-père avait été acheter tel jeu à tel endroit, à tel prix, etc. Des choses très concrètes d'enfants de 12 ans, mais en tout cas qui n'étaient pas normalement dans le champ de conscience possible de ce moment-là, et qui correspondaient vraiment juste à ces peut-être 2-3 minutes où les choses se sont passées. Et du coup, après cela, est-ce que tu as pu en parler autour de toi? Est-ce que tu t'étais rendu compte que c'était pas normal? Qu'est-ce qui a découlé de cette expérience, du coup? Ça change de toute façon un minimum notre rapport à une réalité un petit peu figée, très matérielle, etc. Ça relance un petit peu quand même très vite cette question de l'impermanence des choses. J'avais quand même la chance d'être plutôt bien entouré, dans le sens où ma mère notamment était quand même assez ouverte à tout un tas de choses possibles de façon un petit peu plus générale, et elle m'a emmené voir quelqu'un qui était un homéopathe et qui a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui m'a envoyé voir quelqu'un d'autre, qui lui m'a aidé un petit peu sur un plan un petit peu plus subtil par mieux repositionner les choses intérieurement pour me sentir un petit peu mieux dans mes chaussures. Est-ce que du coup tu te sentais plus ancré? C'était Ouais, l'exemple des chaussures c'est presque un réel exemple, dans le sens où je me rappelle avoir essayé de lasser mes chaussures mais en visant à côté. Okay. C'est-à-dire que je mettais ma main à côté des lacets. J'ai eu ce genre de feeling là comme ça pendant peut-être 2 semaines, le temps de quelques jours, je sais plus exactement, le temps de voir cette personne. Oui, comme si t'étais à côté de ton corps. C'était un petit peu entre deux, on va dire. Avec un teint un peu grisâtre, et voilà, il y avait quelque chose, certainement par le fait d'avoir été ramené de façon un peu brutale aussi, qui était pas complètement aligné en fait. Et du coup, enfant, ça t'a permis de voir les choses autrement, mais
Est-ce que dans ton quotidien, ça a changé quelque chose ou c'est plutôt quand tu es devenu adulte que tu as, par exemple, tu nous dis que tu t'es formé, etc., au bouddhisme et à la méditation. C'est arrivé à l'âge adulte, mais enfant, est-ce que tu as changé quelque chose dans ton quotidien? Non, c'était vraiment présent tout de suite après. Autant dans une recherche un petit peu philosophique, assez générale, on va dire, qui inconsciemment, consciemment était quand même lié à ça, mais qui était quand même assez présent. Et puis un souhait un peu naturel comme ça de me connecter à des choses subtiles, étant assis ou allongé. Voilà, il y avait un petit côté un peu méditatif sauvage, qui était quand même là un petit peu naturellement, surtout jusqu'à mes 16-17 ans. Oui, c'est plutôt rare, en plus, je trouve, enfant et ado, d'avoir ce côté méditatif, se calmer, le retour au calme, je trouve que c'est rare. Ça m'empêchait pas de tester des activités sportives et de Bien faire sûr. tout un tas de choses, mais il y avait une dimension un petit peu contemplative qui peut-être était un peu là de caractère, qui s'est un petit peu renforcée par cette expérience. Et du coup, comment tu en es venu à expérimenter et avoir envie d'aller te former avec des moines bouddhistes? Cette recherche déjà très naturellement après cette expérience-là, j'ai essayé de regarder dans différents contextes, en fait, à lire différents livres, etc., de voir qu'est-ce qui pouvait le plus se rapprocher de ce que j'avais vécu, donner réellement des explications. Il y avait quand même une démarche liée au bouddhisme qui était quand même déjà là un petit peu à ce moment-là, des gens un petit peu sympathisants, pas forcément pratiquants, mais plutôt sympathisants autour de moi. Donc il y avait cette dimension qui était présente dès la période qui a suivi l'opération. Et puis c'est resté un petit peu entre deux, plutôt dans la période lycéenne où il y avait des questions un peu existentielles qui revenaient un petit peu régulièrement, etc., peut-être de façon un peu contemplative, mais c'était un tout petit peu plus entre parenthèses à ce moment-là. Ça s'est vraiment complètement réveillé à 20 ans. Okay. Une espèce de grande vague qui avait eu besoin d'un petit peu de temps pour finir de grandir un peu dans son coin et qui là devenait vraiment très centrale, très importante. Et donc du coup, tu es resté 4 ans dans un temple bouddhiste? En fait, cette vague, elle est arrivée à l'âge de 20 ans, très peu de temps après mon anniversaire. Mmh. Donc c'était au mois de juin, et dans l'été qui a suivi, j'ai commencé à lire beaucoup plus de choses en lien avec le bouddhisme, à me rapprocher d'un petit groupe de pratiquants qui étaient plutôt rattachés à un centre en Normandie, mais qui pratiquaient un petit peu entre eux comme ça, donc c'était une première expérience à Poitiers. J'ai commencé à faire des allers-retours pour rencontrer un petit peu des maîtres tibétains, donc on peut dire des lamas tibétains, des lamas. Ils n'ont pas besoin d'être tibétains, ils peuvent être bhoutanais, népalais, français, c'est plus lié à un parcours et une habilitation à proposer des choses. Et très rapidement, j'ai eu envie de pouvoir avoir une formation complète et d'avoir vraiment du temps pour ça. Et là, la version traditionnelle, c'est une retraite de 3 ans et 3 mois. Et 6 mois pour goûter, en 2002. Puis les 3 ans en 2003 qui se sont très vite transformés en 4 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette retraite? Alors, comment ça se passe? On est censé avoir une certaine base philosophique avant de commencer. C'est vraiment plus axé sur la mise en pratique. C'est vraiment beaucoup de temps de méditation, en individuel ou en groupe, mais quand même beaucoup en individuel aussi. On reçoit progressivement tout le cursus de transmission. Et donc on a toute la journée pour faire ça, toute la semaine, pendant tout le mois, pendant toute l'année, etc. Donc c'est vraiment avoir du temps pour recevoir et surtout beaucoup de temps pour pratiquer. Pour que finalement c'est du sens de recevoir la suite assez rapidement, puisqu'on peut le faire sur la base d'avoir fait ça toute la journée pendant 1 mois, 3 mois, en fonction des cycles. D'avoir vraiment une transmission complète comme ça par ce biais-là. Vous avez des temps de partage ou c'est très introspectif plutôt? Il y a certaines périodes qui peuvent être un petit peu plus en silence. Il y en a où il n'y a pas spécialement de règles liées au silence. Donc on peut parler un petit peu entre les sessions, par exemple. Mais le planning est quand même déjà rempli par par ces temps de pratique. Donc c'est possible de le faire, mais il n'y a pas de laps de temps d'un après-midi pour ça. C'est plus entre deux sessions de pratique, dans des moments comme ça. Et après, dans le calendrier tibétain qui s'appuie aussi sur un aspect un petit peu lunaire, il y a des dates un petit peu dans le mois comme ça où on fait des choses en groupe. Ça peut être aussi éventuellement des petits temps d'échange. Et puis ça pouvait aussi se présenter sous forme de questions par rapport au maître de retraite qui nous formait. On pouvait avoir des questions en lien avec ce qu'il nous avait expliqué ou en lien avec ce qui s'était mis en place quand on pratiquait. Et du coup, aujourd'hui, tu es maître bouddhiste ou il faut acquérir d'autres échelons? Comment ça se passe? Ce terme de lama, en fait, il renvoie à beaucoup de choses. Il y a plusieurs façons de le définir. Dans certaines lignées, le fait d'avoir fait une retraite de 3 ans et d'enseigner donne ce titre-là. Dans d'autres lignées de transmission, c'est pas forcément lié au fait d'avoir fait une retraite de 3 ans, plus une reconnaissance d'un certain niveau de capacité. Là, dans mon contexte, en fait, je suis lama représentant de Namkar Rinpoche, qui est un grand maître tibétain qui vit en Europe depuis 25 ans. Donc, il y a des représentants dans les différents centres qui sont affiliés à lui en Europe. Je suis son lama représentant, on va dire, dans ce contexte-là. Qu'est-ce que tu as appris sur toi et sur la vie après la mort, etc., ou la vie terrestre pendant cette retraite? C'est une question très, très vaste. Oui. On va dire que de manière générale, il y a toujours une première très très grande étape, plutôt visée à avoir un rapport extrêmement sain à ce qui se passe, de façon générale. De pouvoir proposer vraiment une qualité de présence à ce qui se passe, extérieurement, intérieurement, avec tout un tas de clés, différents niveaux, pour vraiment pouvoir avoir des modes de fonctionnement qui soient de plus en plus
ça. Ça, c'est plus comment j'interagis avec le monde. Ça passe par le fait de mieux comprendre comment je fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de changer petit à petit ces modes de fonctionnement. Ça, le fait de mettre en pratique, de méditer, c'est une façon de proposer quelque chose de différent instant après instant, et donc de changer l'habitude, en fait. De ne pas seulement la comprendre, et par cette répétition, de pouvoir la modifier petit à petit. Donc une habitude de vie qui serait un peu néfaste ou toxique, tu vas passer par la méditation pour l'apaiser au fil du temps. Oui, parce que finalement, il y a cette idée de mieux comprendre ce qui se passe. Pour ça, il faut déjà être là, s'en remplir, sans bloquer, sans fabriquer artificiellement, une vraie disponibilité en fait à ce qui se passe. Et sur cette base-là, il y a beaucoup plus la place après de proposer quelque chose de différent. Donc ça serait plutôt cette première grande étape de pouvoir interagir de façon plus saine, on va dire. Et l'aspect plus subtil, ce serait sur cette base-là d'aller au-delà de nos modes de fonctionnement et de découvrir qui on est en fait, mais vraiment en termes de nature, en termes d'essence. Là, c'est plus la partie qui répond aux questions existentielles finalement. Par exemple, les émotions négatives, comment elles sont accueillies maintenant aujourd'hui, ou même avant? Est-ce que tu les laisses sortir avant de méditer ou tu les apaises en méditant? Le point de départ, souvent, c'est peut-être de se rendre compte que quand on cherche à s'en débarrasser, ça fonctionne pas trop. Quand on cherche à remplir, c'est pas forcément toujours très efficace. On essaie de se faire croire que ça se passe autrement que comment ça se passe, c'est pas toujours très efficace non plus. Donc il y a ce pragmatisme quelque part, de ne pas chercher à bloquer ce qui surgit, de pas chercher à créer artificiellement quelque chose, mais de ne pas être distrait pour autant, ni de proposer une réponse mentale. Il y a une espèce d'équilibre dans tout ça. C'est plus une présence qui est là, qui propose quelque chose au moment, en fait, finalement. On propose de la disponibilité, plutôt que de devoir gagner quelque chose ou de se débarrasser de quelque chose. On peut commencer à interagir de façon différente avec ça, en fait. On peut commencer à proposer. On a plus l'impression de courir après l'esprit. Donc tu dirais plutôt d'accueillir et de laisser la place et d'apaiser ensuite. Oui, c'est-à-dire que finalement la finalité c'est plus ce qu'on va proposer que le résultat, une fois qu'on est en train de méditer. Et c'est pour ça que ça change les choses, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est nourri. Mais on attend que ça change. Ton ressenti sur la vie après la mort, etc., est-ce que tu as une vision différente aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, ton expérience de mort imminente et puis cette retraite également et cette reconnexion à ton toi? Comment tu appréhendes la vie après la mort? Quel est ton point de vue là-dessus? Ou sur une intelligence autre que celle qu'on connaît? Ce que l'expérience en elle-même m'a apporté déjà, c'est encore une fois cette notion de remettre l'impermanence un petit peu au centre du paysage. Souvent une des choses qui fait qu'on a du mal à mettre des choses en place, c'est que inconsciemment on a cette espèce d'idée qu'il y a quelque chose de figé, qui sera toujours là. On sait que quand on y réfléchit que c'est pas le cas, mais est-ce que c'est vraiment complètement conscientisé et au centre? C'est pas toujours évident. Donc le fait de savoir que ça peut s'arrêter, même que ça va s'arrêter, que juste on sait pas à quel moment, c'est quand même déjà un vrai point de départ pour avoir envie de mettre des choses en place maintenant. Et puis après, le fait qu'il y a eu tout ce processus, donc on appelle de dissolution des éléments comme ça à ce moment-là, c'est déjà une première expérimentation un petit peu directe de tout un tas de processus internes. Et ça lance ce questionnement de qu'est-ce qui se passe en fait en lien avec ça aussi. Et après, effectivement, cette retraite et cette tradition, là où c'était très riche, c'est que j'ai vraiment trouvé exactement quelque chose qui corresponde à ce que j'ai vu, en fait, qui explique vraiment dans l'ordre ce qui se passe, pourquoi, comment on peut interagir avec, etc. J'ai pas trouvé, peut-être que ça existe, certainement que ça existe, mais j'ai pas trouvé d'autres contextes qui expliquaient aussi bien, de façon aussi structurée, traditionnelle, transmise, praticable, tout ce processus-là. Du coup, comment il explique ce processus plus en détail? C'est la dissociation, c'est ça que... Dissolution. Dissolution. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de notre corps et de notre esprit, en fait, peut être ramené à différents aspects, extérieurement les différents éléments. Donc, on peut parler de cet aspect de terre, d'eau, de feu, de vent, d'espace, et après des dimensions encore plus subtiles. Dans ce processus de dissolution au moment de la mort, il y a ce processus où des choses qui sont en lien avec l'élémentaire se dissolvent dans des choses qui sont en lien avec l'élément haut, que ça génère des perceptions, des choses au niveau du corps, en termes de perception sensorielle, etc. Et qu'il y a vraiment tout ce déroulé-là de la terre dans l'eau, de l'eau dans le feu dans le vent, du vent dans l'espace, et après sur des dimensions plus subtiles. Et ça décrit vraiment tout ce processus-là, en fait. Et l'intérêt, c'est que si on peut se connecter avec ça, le nourrir, le reconnaître, c'est le même processus quand on s'endort, mais de façon plus légère, pas aussi complète. On a une capacité à pouvoir aussi accompagner ça dans le processus de mort. Et pouvoir vraiment être pleinement resté dans quelque chose de méditatif, en fait, par ce processus de dissolution, en fait, nous amène à juste notre propre nature essentielle, au-delà de toutes les constructions qui sont mises par-dessus, y compris corporelles. Et si on a beaucoup d'entraînement avec ça, on peut reconnaître, parce qu'on a déjà reconnu avant et qu'on est familiarisé, ce processus-là et cette nature propre, qui n'est pas coupée de ce qui se passe autour, mais qui est vraiment dans l'aspect subtil, à ce moment-là. Et c'est une tradition où il y a quelque chose qui commence à être un petit peu plus connu, qui s'appelle le Tukdam, c'est-à-dire c'est une expérience méditative post-mortem, qui se traduit par le fait qu'il n'y ait pas du tout de décomposition du corps. Ça, c'était très documenté par
docteur américain qui était surtout psychologue et psychiatre au départ, fait beaucoup de recherches en neurosciences. Il a vraiment été au Tibet, pas au Tibet, mais au Népal, au Bhoutan, en Inde, rencontré tout un tas de cas de figure comme ça, où il a pu voir des maîtres qui étaient en posture de méditation depuis 2 jours, 3 jours, 5 jours, avec aucun marqueur de décomposition cadavérique. Et ils ont fait tous les tests qu'il fallait pour voir qu'il y avait absolument aucune activité cérébrale, aucune activité cardiaque, aucune activité nerveuse. Ils sont absolument certains que les gens étaient morts, mais le corps restait en posture de méditation. Et presque qu'on leur dise qu'il y avait quelqu'un qui était, que c'était lui en fait dans la pièce. C'est juste qu'il y avait un méditant quelque part dans un coin. Et ça c'est pareil, c'est assez documenté. C'est des signes qui sont assez naturels et qui se passent pour des méditants qui ont vraiment l'expérience de demeurer dans leur nature et qui reconnaissent ça au moment de là. Par contre, dès que ce processus est terminé, ça peut durer quelques jours, le processus se réenclenche extrêmement rapidement. Et ceux qui sont habitués sont capables de dire un petit peu avant que ça va arriver. Ils ont une sensation de chaleur un petit peu au niveau de la poitrine quand ils mettent la main. Ils sentent qu'il y a un petit peu de chaleur. Quand ils la sentent plus, ils savent que les choses vont s'accélérer après. Donc, c'est quand même un marqueur aussi de confiance finalement des explications qui sont données dans ce contexte-là par rapport à ce processus-là, puisqu'il y a tous ces marqueurs-là aussi qui montrent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est quelque part quelque chose qui pourrait être une révolution dans notre perception des choses, parce que ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors d'un fonctionnement physiologique au sens strict. Quelles sont les grandes valeurs du bouddhisme ? Toujours cette idée centrale, on entend beaucoup parler, qui est vraiment cette notion d'amour et de compassion, qui est vraiment quelque chose de central, qui est vraiment commun au bouddhisme en général. C'est cette notion que tous les phénomènes, de façon générale, à partir du moment où ils sont composés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont fait qu'ils ont pu naître, de considérer qu'ils sont impermanents. Principe assez fondamental qu'on a déjà évoqué. De dire aussi que toutes ces émotions perturbatrices de colère, d'avarice, etc., sont des causes de souffrance. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs que dans nos modes de fonctionnement. Le fait de considérer que ce qu'on va appeler l'au-delà de la souffrance, donc c'est ce terme de nirvana, mais qui peut parfois être très mal interprété. Littéralement, c'est ce qui est au-delà de la souffrance, un petit peu au-delà des concepts. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à enfermer ça dans une définition précise. Dernier aspect, qui est vraiment spécifique et qui est peut-être le plus dur à évoquer en quelques mots, c'est le fait de considérer que les phénomènes, tout ce qui nous apparaît, pas d'existence intrinsèque, autonome, aussi figée que ce qu'on pourrait penser. On pourrait parler d'identité figée. On a tendance à penser que les choses existent par elles-mêmes où elles sont, et de figer un petit peu les choses comme ça et d'interagir sur cette base-là. On voit par exemple quand on rêve, qu'on est absolument certain que la tasse elle est en face de nous. Dans un tas de contextes comme ça où on peut être totalement certain que les choses existent par elles-mêmes de façon complètement autonome comme ça. Le bouddhisme interroge vraiment ça. Okay. De façon générale, voilà, il y a toute cette notion d'amour et de compassion qui sont quand même vraiment très centrales. Moi j'ai une question même pour les auditeurs qui nous écoutent. Comment se déroule une journée ? Tu médites tous les jours, j'imagine, mais est-ce que tu as d'autres rituels que tu pratiques au quotidien pour justement entretenir cet amour, cette compassion, etc. Alors déjà, peut-être une bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de faire de retraite de 3 ans pour pratiquer la méditation, y compris de façon traditionnelle. C'est juste un choix à un moment donné, mais il faut pas que c'est cette espèce de pression de se dire si j'ai envie d'être serein dans la vie, il faut que je fasse 3 ans de retraite, je ne peux pas les faire, donc je ne peux pas être serein, donc je passe à autre chose. C'est tout à fait possible dans tous les cas. C'est dur de décrire une journée type, mais c'est certain que cet aspect de pratique reste vraiment présent et central. Il y a cette idée de partage aussi, de pouvoir prendre du temps pour partager ça, le vivre avec d'autres personnes, pratiquer avec d'autres personnes. Et puis après, quand on a la chance d'être marié avec quelqu'un qui est dans cette démarche-là aussi, qui accessoirement a fait aussi une expérience de mort imminente, peut-être créer des liens un peu naturels au départ, qu'on peut partager ça à 2, c'est encore plus naturel. Et je pense que finalement, si cette logique de méditation, c'est plutôt de développer quelque chose de naturel, de retrouver un vrai naturel, ça a sa place dans un quotidien. Une logique quelque part qui serait de se relaxer pendant un temps précis, où il faudrait se couper de nos problèmes, remonter en voiture après, croiser quelqu'un qui nous grille la priorité à droite, etc. On a l'impression que ça serait plutôt à cause de lui qu'on a perdu notre état de calme. Et si ce qu'on cherche à nourrir, c'est quelque chose qui est là tout le temps, en essence, finalement chaque acte du quotidien peut être porteur d'une intention, d'une qualité de présence, de faire des choix en fait intérieurs au fur et à mesure de ce qui surgit, plutôt de l'agacement qui surgit, on n'a pas besoin de bloquer ça. Est-ce que j'ai envie de prendre refuge dedans, de miser dessus pour être heureux ? Est-ce que je propose plutôt autre chose ? Et là, finalement, le cercle vertueux, je trouve qu'il s'installe à partir du moment où il y a suffisamment de temps formel pour s'entraîner à ça, parce que sinon on est trop pris par le quotidien, par les mouvements internes au gré des circonstances, etc. On a besoin de moments un petit peu privilégiés pour nourrir ça, qui le sont pas complètement, parce qu'on vient quand même avec ce qu'on est, notre quotidien, etc. Donc il y a des choses qui se passent quand même, et on s'entraîne à interagir avec un petit peu moins que dans le quotidien. Et sur cette base-là, on peut s'entraîner après à continuer à nourrir ça, et à maintenir ça dans tout ce qui se passe dans le quotidien. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de moments, même compliqués, qui sont pas un instant qui continue à nourrir ce feu, en fait, d'expérience. Et ce qui est compliqué c'est déjà important de choisir d'être heureux. C'est déjà important de reprendre conscience que ce qu'on cherche, c'est d'être heureux et de ne pas souffrir. Et après, le problème qui se pose dans un deuxième temps, je trouve, c'est qu'après, il y a ce petit risque de courir après le bonheur
de fuir la difficulté. Peut-être que le curseur, on peut le mettre sur qu'est-ce qui est réellement une cause de bonheur, qu'est-ce qui est réellement une cause de libération de la souffrance. Et si on peut identifier ça et mettre quelque chose en pratique, il y a une espèce de mouvement interne qui progressivement peut décaler ce curseur-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question de comment tu gères tes émotions négatives, parce que parfois, on a l'impression que avoir une émotion négative, c'est pas bien, il faut la garder, etc. Faut pas l'extérioriser, mais au contraire, moi je trouve que c'est important de la laisser sortir, de l'extérioriser, même c'est ce qu'on apprend aux enfants aussi. Et je trouve que c'est important de pouvoir le laisser sortir pour justement après trouver un équilibre et la paix. En fait, je suis complètement d'accord. Si on crée pas des circonstances où on peut interagir avec, pas vraiment de raison que les choses s'arrangent. Donc, de toute façon, c'est obligé de partir d'une relation la plus saine possible à ce qui surgit. Et après, en fonction des capacités, d'où on en est, de ce qu'on a reçu, etc., il y a cette possibilité. Parfois, on compare un peu ces émotions négatives à un arbre avec des fruits empoisonnés. Il y a certaines façons de pratiquer, on va plus être dans une logique de renoncement, pas de résignation. C'est-à-dire d'arrêter de miser sur ces émotions négatives pour trouver des causes de bonheur. Donc on va identifier ça comme étant une cause de souffrance et on va vraiment plutôt essayer de nourrir des choses qui font que ça ne va pas pouvoir continuer à être là. Donc là on va plutôt déraciner l'arbre, mais pas dans un sens où on va s'empêcher de ressentir, plus dans un sens où on va arrêter de nourrir ce qui est vraiment la cause de ça. Il y a d'autres façons de faire, on est plus dans une logique d'antidote, c'est-à-dire qu'on va laisser surgir, on va continuer à le voir comme étant quelque chose qu'on ne souhaite pas, on a une antidote à proposer. Par exemple, on va proposer de l'amour sur la colère, proposer d'autres aspects par rapport à de l'impatience, etc. Il y a tout un tas de possibilités comme ça. Il y a d'autres façons de pratiquer, en fait, on va prendre le poison et on va juste le transformer en médicament. Donc là, on est dans des pratiques qui sont plus une logique de transformation. Et si on n'a pas cette base de tout ce qu'on a dit avant, en fait, ça va juste être un argument, une justification pour en fait juste rentrer dans l'émotion. Donc il y a quand même un côté graduel dans tout ça. Il y a une façon de faire aussi, mais juste on va manger le poison, mais on était suffisamment préparé pour connaître suffisamment de choses profondes pour que ça se transforme juste en quelque chose de beau, comme un pan qui mangerait certaines choses qui pour nous sont du poison et qui font juste qu'il a des plumes encore plus belles. Mais il y a tout ce processus-là, en fait. Il y a plein de façons de faire. Il faut juste être honnête et réaliste avec ce qu'on est capable de faire de notre esprit par rapport à ce qui se présente et quel outil réel on a à disposition. Pourquoi on se dirige vers le bouddhisme, par exemple, ou alors une retraite comme tu as pu la faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont souffert dans leur vie, etc., pour justement trouver la paix, s'apaiser? Est-ce qu'il faut aller à un point extrême de je suis pas bien, je suis triste, je suis en colère pour se dire ok, là, il faut que j'aille me reconnecter et comprendre ce qui se passe? Je pense qu'on a tous des affinités avec une démarche intérieure plus ou moins marquée. On a des connexions, des affinités avec des choses qui peuvent être différentes. Et ce qui est certain, c'est que c'est un des rares avantages de souffrir, un petit peu ou beaucoup, c'est que comme on a ce souhait d'être heureux et de ne pas souffrir, on a envie de trouver une solution. Donc on n'a pas forcément besoin de souffrir énormément pour avoir envie de trouver une solution. Et parfois, on n'a pas envie de faire cette démarche-là tant qu'on souffre pas suffisamment. Donc il y a des gens qui peut-être se disent simplement j'ai envie de découvrir ma propre nature pour le bien des autres, et pour cette raison-là, je vais trouver une démarche spirituelle. La plupart du temps, c'est plutôt il y a un truc qui va pas dans ma vie, j'ai besoin de trouver une solution, qui je peux aller voir, j'ai déjà essayé plein de trucs, lui je connais pas, on va voir ce qui se passe, et puis on accroche ou pas avec la personne qu'on croise à ce moment-là, mais ça a souvent besoin quand même de partir de quelque chose qu'on a besoin de faire changer. Il faut vraiment des connexions avec une démarche intérieure extrêmement forte pour le faire même quand tout va bien. Aujourd'hui, tu le pratiques au quotidien, la méditation, mais du coup, tu le transmets aussi? Ça fait partie de ton métier? C'est mon métier, en fait, finalement. Je partage mon temps entre continuer à pratiquer, pour continuer à approfondir, et puis à partager. Donc du coup, c'est, on appelle ça comment, un cours de méditation? Tu es prof de méditation? En fait, comme il y a deux grands contextes où je peux le faire, il y a un contexte que je vais appeler présentation laïque. C'est-à-dire que c'est totalement respectueux et en utilisant vraiment les outils, ça reste quelque chose de traditionnel dans ce contexte bouddhiste, mais présenté à des non-bouddhistes. Un petit peu déconnoté au niveau du vocabulaire. Donc c'est pas à moitié du bouddhisme, ça en est, mais vraiment présenté d'une façon où on n'a pas besoin de se dire est-ce qu'il faut que je devienne bouddhiste pour le faire ou pas, je puisse le faire avec des mineurs en prison. C'est certain que il faut trouver un vocabulaire, etc. pour que ce soit accessible pour eux à ce moment-là. Ça, c'est plus un contexte de présentation laïque, en groupe ou en individuel. En individuel, c'est souvent des gens qui soit préfèrent cette façon de faire pour découvrir un petit peu la pratique, soit qui ont des besoins vraiment spécifiques, qui donc du coup se disent j'ai envie d'apprendre la méditation, mais pour telle raison. Donc ça nous permet d'accompagner ça en même temps. Et puis le contexte plus officiellement traditionnel, là c'est notamment dans ce centre à Mâcon qui s'appelle Reksin Tsogyalling. Là, il y a plus cette idée vraiment d'enseignement un petit peu plus traditionnel, de temps de pratique ensemble, de moments où éventuellement aussi on peut inviter Namgyal Rinpoche, qui est l'autorité spirituelle du centre, partager dans ce contexte-là, mais plus officiellement traditionnel. Un petit peu les deux facettes de quelque chose qui en essence n'est pas différent. Une des caractéristiques
du bouddhisme, en tout cas dans toute la partie qui vraiment met l'accent sur l'amour, la compassion, etc. C'est vraiment de partir d'une autre bonne nouvelle, si ça vous dérange pas qu'il y ait une deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. Avec plaisir. La présentation laïque de ça, c'est j'aime bien dire que tout est déjà là, dans le sens où il y a un potentiel de qualité quelque part. Et dans un contexte traditionnel, on parle de nature de Bouddha, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette graine de potentiel d'être pleinement éveillé. Ça veut dire que fondamentalement, il peut pas y avoir de hiérarchie, que fondamentalement, tout le monde a cette nature-là. Et en plus, dans un contexte où cet aspect de moi autre, cette frontière un peu figée, tombe un peu quelque part. Ça ne devient pas du tout nihiliste, mais cette frontière tombe un peu. C'est que des choses finalement qui ne nourrissent pas quelque chose qui serait hiérarchisant en essence. Il y a juste une reconnaissance d'une forme d'érudition, ou de qualité de pratique, ou de réalisation spirituelle, qui peut être marquée par certains titres, mais qui n'est pas une différence essentielle entre les êtres, qui est plus une reconnaissance d'un niveau d'érudition, de pratique ou de réalisation. Donc là, il peut y avoir des termes en lien avec ça, pour avoir des repères. C'est pas quelque chose qui est, encore une fois, structurel, c'est plus en termes de qu'est-ce qui a été actualisé. Qu'on soit éveillé ou pas, de toute façon, on interagit avec tout un tas de choses par rapport à le respect qu'on a de notre environnement, extérieur, intérieur, etc. Et en fait, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose d'un petit peu éveillé, entre guillemets, sans forcément dire qu'on est éveillé, mais en tout cas de s'appuyer sur un principe qui est un petit peu plus pour interagir avec, parce qu'on va pas considérer que ce sont des choses qui sont forcément pures, éveillées justement, etc. Donc on a besoin de partir de là plutôt pour interagir avec. Il n'y a pas cette idée que ce qui est invisible est forcément pur, bénéfique, etc., ni forcément complètement nuisible. L'autre aspect assez profond dans ce contexte-là, c'est qu'on va jamais le considérer que comme quelque chose d'uniquement extérieur. Ça va nous apparaître comme étant quelque chose de positif, ça va nous apparaître comme étant quelque chose de négatif, mais aussi sur la base de nos propres repères, de nos propres conditionnements. Nos démons, ce sera aussi là où il y a de la prise à l'intérieur, en fait, pour que ça se manifeste comme ça extérieurement. Ce qui va nous paraître beau, c'est là où naturellement il y a un souhait de trouver quelque chose de beau en lien avec mes propres repères et quelque part de le manifester à l'extérieur, dans le sens où c'est comme ça que je le perçois. Il y a toujours cette idée que les choses nous apparaissent sous une certaine forme et qu'il y a une projection de notre esprit, dans le sens où c'est notre propre interprétation de ce qui se passe. Et donc il y a à la fois le fait d'interagir avec quelque chose d'extérieur, toujours dans un contexte où aussi on ne le voit pas comme quelque chose de figé non plus. Il y a juste quelque chose qui nous apparaît de cette façon-là. Et que si les choses sont claires intérieurement, il n'y a pas de raison que les choses se manifestent à nous, forcément, de cette façon-là. Dans la façon dont nous on le perçoit, mais ça ne nous empêche pas d'apporter quelque chose de bénéfique s'il y a des situations particulières qui sont compliquées. Il y a cette distinction entre interagir avec une situation et le degré de profondeur de comment nous on l'aperçoit. Et quelle prise il y a intérieurement pour que ça se manifeste comme quelque chose de sain ou pas. Merci pour ta présence aujourd'hui avec nous. Ce fut un plaisir de te recevoir. Ce fut un plaisir partagé. Merci beaucoup.